Sommes-nous seuls dans l'univers? La vie existe-t-elle dans le système solaire ailleurs que sur Terre? Ces questions ont hanté l'humanité depuis des siècles. Alors que nous explorons les confins de notre système solaire, nous nous rapprochons chaque jour un peu plus des réponses. Des lunes glacées d'Europe et d'Encelade aux vastes plaines de Mars, les indices s'accumulent, suggérant que la vie pourrait bien exister au-delà de notre planète bleue. Imaginez un instant, des océans cachés, grouillant de vie sous des croûtes de glace, des microbes prospérant dans les profondeurs martiennes, ou même des formes de vie exotiques flottant dans les nuages de Vénus. Les possibilités sont aussi vastes que l'espace lui-même. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un incroyable voyage à la découverte des endroits les plus prometteurs où la vie pourrait s'être développée. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et accroche ta ceinture. Décollage immédiat. Dans leur quête d'une vie extraterrestre, les astronomes se sont surtout penchés sur nos deux voisines, Vénus et Mars. Pas seulement parce que ce sont nos voisines. Depuis nos télescopes, nous pouvons apercevoir quelques similitudes entre ces planètes et notre Terre. Alors tu vas peut-être te demander en quoi notre planète ressemble à Vénus, avec ses épais nuages d'acide sulfurique. Ou à Mars, avec sa surface désolée parsemée de cratères. En fait, ces trois planètes ont bien plus de points communs qu'on ne se l'imagine. Elles ont toutes trois une atmosphère avec des nuages. On peut y apercevoir des zones distinctes qui peuvent ressembler à des continents. Sur Mars, il y aurait même des saisons cycliques comme sur Terre. C'est en tout cas ce que montrent les changements de la calotte polaire sur Mars. Il y aurait sur cette planète en apparence morte, froide et aride, une alternance de saisons plus froides et plus chaudes, comme sur Terre. La difficulté, c'est de savoir quelle forme de vie peut habiter ces planètes. Pour aller plus loin, il fallait donc répondre à une autre question. Quelle forme de vie recherche-t-on? À quoi ressemblerait en effet la vie sur d'autres planètes? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont emprunté la voie de la logique. Ils se sont d'abord basés sur la vie telle qu'on la connaît sur Terre. C'est la seule forme de vie que nous connaissons. Nous avons donc cherché les conditions qui favorisent le développement de la vie sur Terre, c'est-à-dire son apparition, sa reproduction et son évolution. Sur notre planète, c'est l'eau liquide qui a permis le développement de la vie. C'est parce que l'eau liquide est présente en abondance sur Terre que la vie a pu émerger et y prospérer. Nous avons donc d'abord axé nos recherches sur les milieux dans notre système solaire où l'eau liquide peut exister. Notre système solaire compte une étoile, le Soleil, 8 planètes, plus de 200 satellites ou lunes, des milliers d'astéroïdes et des milliards de comètes. Cela fait beaucoup d'objets célestes à observer. La recherche d'eau liquide reviendrait-elle à chercher une aiguille dans une botte de foin? Non, car pour que l'eau puisse se maintenir à l'état liquide sur une planète, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Des températures modérées, ni trop froides, ni trop chaudes. Une pression atmosphérique précise, située entre 0,6% et 130 000 fois la pression atmosphérique normale. Une atmosphère comme sur Terre, qui arrête les rayons UV émis par le Soleil, néfaste pour la vie telle qu'on la connaît.
D'autant plus que l'eau liquide n'est pas la seule condition pour que la vie se développe. Il faut également des sels minéraux et une source de chaleur. Avec tout cela, on a pu restreindre fortement le champ des possibles. Nous allons faire un petit tour d'horizon des planètes de notre système solaire pour savoir lesquelles abritent aujourd'hui de l'eau liquide. Commençons par Mercure, la planète la moins connue. C'est la plus petite planète rocheuse, mais aussi la plus proche du Soleil. Par conséquent, c'est aussi la planète la plus chaude, avec une température qui peut atteindre 430 degrés Celsius. En fait, parce qu'elle n'a pratiquement pas d'atmosphère et qu'elle est très petite, les variations de température sur cette planète sont extrêmes, allant de moins 180 degrés Celsius la nuit à plus 430 degrés Celsius le jour. Si Mercure a un jour contenu de l'eau à l'état liquide, cette eau s'est aujourd'hui certainement évaporée. D'autant plus que sa gravité est très faible, trop pour retenir l'eau liquide. D'un point de vue scientifique, l'explication est toute simple. Une trop faible gravité empêche les molécules gazeuses d'eau de rester dans l'atmosphère de Mercure. En plus, Mercure est géologiquement morte depuis plus de 3 milliards d'années, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'activité géologique interne. Passons maintenant à Vénus. Vénus est une planète fascinante. C'est une planète infernale, soumise à un énorme effet de serre. Son atmosphère est 100 fois plus dense que sur Terre et remplie de nuages toxiques d'acide sulfurique qui retombent en pluie sur la planète. 96% de son atmosphère est composée de dioxyde de carbone. Avec des températures d'environ 462 degrés Celsius, il y fait assez chaud pour faire fondre le plomb. La pression sur Vénus est de 90 bars, soit 90 fois plus forte que sur Terre. Autrement dit, marcher sur Vénus serait aussi difficile que marcher sous l'eau sur Terre, à 900 mètres de profondeur. N'importe quel être vivant qui mettrait le pied sur le sol de Vénus serait écrasé. En plus, Vénus est parsemée de volcans en éruption, de cratères et de lacs de lave. Tu l'auras compris, il ne peut pas y avoir d'eau liquide sur Vénus. Notre voisine Mars est peut-être la planète en laquelle les scientifiques ont placé le plus d'espoir. Contrairement à Vénus, Mars est placé dans la zone habitable du Soleil, tout comme la Terre. La recherche d'eau liquide sur Mars a débuté dès les années 70. Malheureusement, elle n'a pas été très concluante. Actuellement, il n'y a pas d'eau liquide en surface de Mars, car sa pression atmosphérique est trop faible. Mais la planète a très certainement contenu de l'eau liquide dans le passé. Elle contient d'ailleurs toujours aujourd'hui de l'eau, mais sous forme de glace. Et parce que Mars est toujours géologiquement active, les éruptions volcaniques relativement récentes ont pu faire fondre cette eau glacée et provoquer la réapparition de l'eau liquide. Nous y reviendrons plus tard. En attendant, continuons notre petit voyage en s'intéressant aux géantes gazeuses de notre système solaire. Il est peu probable que Jupiter ou Saturne, qui sont des planètes gazeuses et non des planètes telluriques, abritent de l'eau à l'état liquide. Il y fait bien trop froid. La sonde Galileo a identifié sur Jupiter de la vapeur d'eau et des nuages de glace d'eau. Quant à la sonde Juno, elle a calculé que l'eau, ou plutôt ses composants gazeux, réduits à l'état d'atomes, représentent 0,25% des différents gaz présents dans l'atmosphère de la planète. Cette quantité d'eau représente 3 fois la quantité d'eau présente dans le Soleil.
Mais il y a une ombre à ce tableau. Ces résultats contredisent ceux de la sonde Galileo, qui avait relevé 10 fois moins d'eau gazeuse dans l'atmosphère de Jupiter en 1996, concluant qu'elle était plus sèche que le Soleil. Il est aussi probable que le noyau de cette géante gazeuse renferme de la glace. Quoi qu'il en soit, on trouve donc sur Jupiter des traces d'eau, mais pas de traces d'eau liquide. Le constat est le même pour Saturne. On trouve de petites quantités de vapeur d'eau dans son atmosphère, mais pas d'eau liquide. Continuons notre exploration avec les deux planètes glacées, Uranus et Neptune. Là encore, la réponse la plus évidente est que l'on ne trouve pas d'eau sur ces planètes, ou tout du moins, pas sous sa forme liquide. En fait, les chercheurs pensent que ces deux planètes sont constituées d'eau et renferment un noyau glacé. L'eau se trouverait sous 3 formes sur Uranus et Neptune, glacée, liquide et superionique. L'eau superionique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la même forme d'eau que celle que l'on a sur Terre. Elle possède des propriétés pour le moins étranges. Plus dense que notre eau terrestre, elle porte une charge électrique, car elle est constituée de plusieurs molécules dissociées en ions positifs et négatifs. Elle est plus conductrice d'électricité que l'eau sur Terre. L'eau superionique, soumise à des températures et des pressions extrêmement élevées, se trouve un peu à mi-chemin entre l'état liquide et l'état solide. Tu auras peut-être retenu qu'Uranus et Neptune contiennent de l'eau liquide et peuvent donc abriter une forme de vie. Peut-être, mais il est très peu probable qu'il s'agisse d'une forme de vie avancée comme la nôtre. Car n'oublions pas qu'Uranus et Neptune sont des planètes gazeuses. Elles n'ont pas de surface solide, donc de sol. On ne peut pas y marcher, encore moins s'y poser. Nous avons terminé notre petit tour des planètes du système solaire. L'espoir de trouver une planète habitable qui contienne de l'eau liquide, mais aussi une atmosphère, une surface solide et des températures acceptables semble bien mince. Mais c'est sans compter sur le fait que les planètes ne sont pas les seuls corps célestes de notre système solaire. Les scientifiques se tournent de plus en plus vers les satellites des planètes que nous venons d'explorer. Europe, Titan, Encelade. Toutes ces lunes pourraient potentiellement abriter une forme de vie. Nous y reviendrons plus tard, car il y a un autre élément à prendre en compte. Depuis que nous avons commencé à chercher de l'eau liquide dans le système solaire, nous avons élargi nos horizons. Nous ne cherchons plus une forme de vie exactement semblable à celle que l'on trouve sur Terre et évoluant dans les mêmes conditions. Nous avons aujourd'hui conscience que la vie peut se développer dans des milieux extrêmes. Cela se produit d'ailleurs sur Terre, au fin fond des failles océaniques, dans les roches du manteau terrestre ou dans des milieux hypersalés, comme le désert de l'Atacama au Chili. Alors, pourquoi cela ne se produirait pas sur d'autres planètes ? Le manque d'eau et les conditions extrêmes constituent-ils des obstacles à la vie ? Pas forcément. Ces dernières années, de nombreuses recherches ont été menées sur des environnements considérés comme extrêmes. Les geysers, les puits de pétrole, les volcans, les failles océaniques, surprise. Dans tous ces environnements, on trouve à minima une vie bactérienne. Ces bactéries sont étonnamment résistantes. Elles survivent dans des environnements extrêmes, supportent la chaleur et des pressions très basses ou très élevées. On sait depuis longtemps que des micro-organismes peuvent être transportés à haute altitude lors d'orages ou d'éruptions volcaniques.
Mais on pensait que même si l'on pouvait retrouver des organismes vivants à de très hautes altitudes, il était impossible qu'ils y survivent, ou même qu'ils s'y reproduisent. À ces altitudes, les micro-organismes sont soumis à un rayonnement ultraviolet important et à de très basses températures, sans compter l'absence de nourriture. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils parviennent à survivre dans de tels environnements. Birgit Sattler, spécialiste de l'université d'Innsbruck, a démontré qu'environ 1500 bactéries survivent dans des gouttelettes de glace d'eau de la montagne de Sonnenblick, près de Salzbourg, à 3000 mètres d'altitude. Ces bactéries ne font pas que survivre. Elles se développent dans ce milieu extrême, à la vitesse du plancton. De là à penser que les nuages denses de Vénus peuvent constituer un abri pour les micro-organismes qui survivraient dans des gouttelettes de vapeur d'eau pendant des mois et des mois, il n'y a qu'un pas. Et des organismes vivants, survivant dans des environnements extrêmes, on en a des dizaines d'exemples sur Terre. En 2012, des bactéries ont été découvertes dans un lac sous la glace de l'Antarctique, le lac Vida. Ces bactéries vivent dans des conditions impensables, sans lumière et sans oxygène, avec une température de moins 13 degrés Celsius et dans un environnement 6 fois plus salé que l'eau de la mer. Ce lac salé est situé sous une couche de glace de 20 mètres d'épaisseur. Aucune interaction n'est possible avec l'extérieur. La photosynthèse n'est pas non plus possible, d'autant plus que d'après les analyses, ce lac souterrain est isolé depuis plus de 2800 ans. Et pourtant, on a observé pas moins de 8 embranchements de bactéries, soit une diversité étonnante de micro-organismes. C'est une autre source d'énergie non solaire qui est utilisée par ces bactéries pour survivre. Concrètement, il pourrait se produire ce que l'on appelle des réactions de serpentinisation, une réaction d'oxydation anaérobique entre l'eau et les ions fer présents sous forme dissoute dans l'eau à cause de l'érosion des roches. Cette découverte s'est ajoutée à de nombreuses autres du même type pour ouvrir nos horizons et élargir nos perspectives. Désormais, les scientifiques n'excluent aucune possibilité. Même un lac souterrain, enseveli sous une couche de glace, peut être une source de vie. C'est pour cela que même les planètes les moins susceptibles d'abriter la vie ont été passées au peigne fin. C'est ce qui s'est produit sur Mercure, la plus petite planète et la plus proche du Soleil. Nous avons vu, au début de notre voyage, que Mercure ne peut pas abriter d'eau liquide, car elle est trop proche du Soleil et que ses températures sont trop élevées. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, cette petite planète n'est pas complètement dépourvue d'eau. Des mesures scientifiques indirectes ont montré que de l'eau superficielle est restée au pôle, sous forme de glace. Cette eau se trouve notamment au fond de cratères qui ne sont jamais éclairés par le soleil et dont la température reste aux alentours de moins de 100 degrés Celsius. Plus étonnant encore, il pourrait y avoir dans cette glace des éléments biologiques. Comment le sait-on ? Récemment, des scientifiques du Planetary Science Institute, PSI, de l'Arizona, aux États-Unis, ont découvert des traces de vie biologique sur des glaciers salés situés à la surface de la Terre. Jusque-là, rien d'étonnant. Sauf que ces glaciers sont soumis à des conditions climatiques extrêmes et sont riches en sel, exactement comme sur Mercure. Se pourrait-il alors que ces composés salins créent des niches d'habitabilité dans les cratères de Mercure, comme dans le désert d'Atacama ? Peut-être, car l'on a aussi trouvé sur Mercure des composés volatiles que l'on pensait depuis longtemps partis, du sodium, du potassium, du soufre ou encore du chlore.
Si l'on est désormais sûr que les extraterrestres n'habitent pas sur Mercure, les scientifiques pensent qu'il est probable que les cratères de cette petite planète chaude abritent une foisonnante vie microbienne. S'il y a peut-être de la vie sur Mercure, pourquoi pas sur Vénus ? Alors que l'on pensait que Vénus était forcément inhabitable, on se pose aujourd'hui des questions. Nous avons vu tout à l'heure que Vénus ne présente pas du tout des conditions propices à la vie. Au contraire, il semble impossible qu'il y ait de la vie sur cette planète infernale, balayée de pluies d'acide sulfurique, étouffée par un puissant effet de serre et écrasée par une pression intense. Et pourtant, jusqu'à la fin des années 50, les scientifiques pensaient que les nuages de Vénus étaient constitués de vapeur d'eau. On pensait donc que sur Vénus, il y avait un climat tropical. Après tout, notre voisine est de même taille que la Terre et elle est plus proche du Soleil que nous. On imaginait donc que la surface de Vénus était recouverte de jungles, d'océans et de déserts. On pensait aussi qu'il y avait de la vie sur Vénus et qu'elle ressemblait à la vie sur Terre pendant les périodes carbonifères et permiennes. Évidemment, les premières analyses de Vénus ont rapidement l'image que l'on se faisait de cette planète. Mais plus récemment, au tournant du XXIe siècle, nous nous sommes reposé la même question, sous une autre forme. Les scientifiques se sont demandé si les épais nuages de Vénus pouvaient être un refuge pour certaines formes de vie. Cette idée a été lancée par le célèbre planétologue Carl Sagan dans un article écrit en 1967 pour la prestigieuse revue Nature. Il a émis l'hypothèse que les nuages vénusiens pourraient fournir une niche habitable à la vie. Cette théorie a ensuite été reprise par de nombreux scientifiques qui ont tour à tour élaboré scénarios, hypothèses et modèles pour expliquer comment la vie aurait pu émerger sur Vénus et subsister dans sa haute atmosphère. En effet, à 50 km au-dessus de la surface de Vénus, la température est plus clémente. Il y fait 30 à 80 degrés Celsius. La pression, quant à elle, est semblable à celle du niveau de la mer sur Terre. L'un de ces scientifiques est l'astrobiologiste allemand Dirk Schulze-Makur de l'Université du Texas à El Paso. En 2002, il a repris l'analyse des données issues des sondes Pioneer, les toutes premières sondes lancées par les États-Unis au début de l'ère spatiale. Ces analyses ont mis en évidence plusieurs anomalies. Il y a d'abord ce mystérieux phénomène dans l'atmosphère de Vénus. Des taches sombres qui sont provoquées par quelque chose qui semble filtrer le rayonnement UV du Soleil. Ensuite, il y a la concentration d'oxyde de carbone mesurée par les sondes, qui est étonnamment basse. Du sulfure d'hydrogène a aussi été détecté, alors qu'il aurait dû être transformé il y a bien longtemps par un anhydride sulfureux, ce qui voudrait dire qu'il continue à être produit par quelque chose. De ces observations, l'astrobiologiste allemand Dirk Schulze-Makur en a conclu qu'il devait y avoir dans l'atmosphère de Vénus des micro-organismes vivants, consommant de l'anhydride sulfureux et de l'oxyde de carbone en sécrétant du sulfure d'hydrogène. Pour cela, ils utiliseraient la lumière du Soleil, ce qui explique les taches foncées repérées dans l'atmosphère de Vénus. Ces conclusions, faites au début des années 2000, n'ont cessé d'être étayées par d'autres analyses, penchant en faveur d'une vie bactérienne dans les nuages de l'atmosphère vénusienne. En fait, la recherche de vie dans les nuages de Vénus a été depuis le début des années 2000 une succession de hauts et de bas, d'espoir et de déception, comme un grand 8. Encore récemment, en 2020, une équipe de l'université de Cardiff, au Pays de Galles, a annoncé avoir détecté de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus.
Or, la phosphine est produite sur Terre par le vivant. Mais cette hypothèse, comme la plupart des hypothèses en faveur d'une vie sur Vénus, a été réfutée. On pense qu'en fait, Vénus serait le théâtre d'un volcanisme actif qui produirait de la phosphine. En 2021, une étude parue dans Nature Astronomy a été formelle. Il n'y a pas de vie active possible dans les nuages de Vénus. Le microbiologiste John Altworth de la Queen's University de Belfast s'est penché sur la question. Il a étudié la quantité minimale d'eau dont les microbes les plus résistants peuvent se satisfaire sur Terre pour rester actifs et se développer. Il a comparé cette quantité à la quantité d'eau disponible dans l'atmosphère de Vénus. Elle est plus de 100 fois trop faible. Autrement dit, même les micro-organismes les plus résilients connus sur Terre ne survivraient pas dans l'atmosphère de notre voisine à cause d'un manque d'eau. On revient à notre problème du début. Sans eau liquide, il n'y a pas de vivant. En tout cas, ces recherches n'ont peut-être pas abouti, mais elles ont apporté des informations intéressantes sur Vénus. Désormais, les scientifiques suivent particulièrement cette planète qui n'a apparemment pas fini de révéler tous ses secrets. 3 sondes vont explorer Vénus aux alentours de 2030. Ce sera l'occasion de confirmer les données que l'on détient sur Vénus, notamment au niveau de la température et de la pression, mais aussi de la quantité d'eau disponible. Et même si Vénus n'abrite aucune forme de vie actuellement, il n'est pas exclu qu'elle ait autrefois été l'habitat d'une multitude d'êtres vivants. On pense qu'il y a plusieurs milliards d'années, Vénus était semblable à la Terre primitive. Difficile à imaginer? Et pourtant, cette hypothèse est largement acceptée par la communauté scientifique. Cette période pendant laquelle Vénus ressemblait à la Terre à ses débuts aurait duré plus de 3 milliards d'années. D'après les modèles réalisés par les scientifiques, la planète était alors recouverte d'eau liquide, avec des plaques tectoniques stables et des températures agréables, entre 20 et 50 degrés Celsius. Ce qui est supportable pour le vivant, car proche de nos températures terrestres. Les océans vénusiens faisaient entre 10 et 300 mètres de profondeur. Une partie de l'eau était enfermée dans les terres de la planète, comme sur Terre avec nos nappes phréatiques. Pendant 3 milliards d'années, donc, Vénus a pu être habitable. Mais alors, que s'est-il passé? Il y a 700 millions d'années, un événement s'est produit et a transformé la jumelle de la Terre en la planète infernale que l'on connaît aujourd'hui. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'est produit un événement géologique majeur. De grandes quantités de magma entrent en ébullition et relâchent des tonnes de CO2 dans l'atmosphère de Vénus. Alors que sur Terre, les roches absorberaient la plupart du CO2 pour éviter qu'il ne se retrouve en excès dans l'atmosphère, sur Vénus, il ne s'est pas produit ce que l'on attendait. Le magma s'est solidifié à la surface de la planète. Il a recouvert les roches d'une couche épaisse et impénétrable. En quelque sorte, il a étouffé les roches. Celles-ci ne pouvaient donc plus absorber le CO2. Le même phénomène s'est produit sur Terre il y a 252 millions d'années, entraînant une extinction de masse, l'extinction du Permien-Trias. Surnommée la Grande Mort, cette extinction de masse a été la pire des 5 grandes extinctions qu'a connues la Terre. Il y a 252 millions d'années, sur une période de 60 000 ans, 96% de toutes les espèces marines et terrestres se sont éteintes. Les forêts ont été anéanties. Elles n'ont repris leur étendue passée que 10 millions d'années plus tard. Les écosystèmes marins ont quant à eux mis entre 4 et 8 millions d'années à se rétablir.
L'extinction du Permien-Trias s'explique par ce que l'on appelle les pièges sibériens. Les pièges sibériens sont un intense complexe volcanique qui a projeté plus de 3 millions de kilomètres cubes de lave à travers l'actuelle Sibérie. L'éruption a libéré au moins 14 500 milliards de tonnes de carbone. Cela équivaut à plus de 2,5 fois ce qui serait libéré si chaque milligramme de combustible fossile terrestre était déterré et brûlé. Impressionnant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Le magma des pièges sibériens s'est ensuite infiltré dans les bassins houillés en direction de la surface, ce qui a libéré encore plus de gaz à effet de serre, comme le méthane. Il s'ensuivit un réchauffement climatique sans précédent. Dans le million d'années suivant, les températures de l'eau de mer et du sol ont augmenté de plusieurs degrés. Il y a 250,5 millions d'années, la température de la mer à l'équateur atteignait 40 degrés Celsius. Les températures ont continué à augmenter, ce qui a altéré les roches. Des pluies acides renvoyaient sur Terre du soufre volcanique. Les océans ont perdu 76% de leur oxygène. C'est ce qui a conduit à la perte d'autant d'espèces. Et si la même chose s'était produite sur Vénus, mais en pire? Sur Vénus, l'atmosphère serait devenue 90 fois plus dense que sur Terre à la suite de cet événement. Cet énorme effet de serre a monté la température de la planète à plus de 460 degrés Celsius et les radiations solaires ont commencé à toucher sa surface. Toute eau liquide a disparu de la surface de Vénus. Pour savoir s'il y a eu ou non de la vie avant cette catastrophe, les chercheurs veulent comprendre si cet événement s'est produit en une fois ou s'il y a en fait eu une série d'événements étalés sur plusieurs centaines de millions d'années. Pour en savoir plus, il faut envoyer encore plus de sondes sur Vénus. Tout comme Vénus, et même peut-être plus, Mars intéresse les scientifiques. Notre voisine, 4e planète du système solaire, pourrait abriter la vie, ou du moins avoir accueilli la vie dans le passé. Comme nous l'avons vu au début de notre voyage, Mars a longtemps intéressé les scientifiques, car elle ressemble beaucoup à la Terre. D'ailleurs, les Martiens ont envahi la fiction à une époque. La guerre des mondes, les chroniques martiennes, Mission to Mars, autant de films ou de livres où l'on voit des petits hommes verts ou gris sortir de soucoupes volantes. Mais quand on s'approche de plus près, les deux planètes sont en fait bien différentes. Mars possède une faible atmosphère, composée majoritairement de dioxyde de carbone. Ces températures vont de moins 120 degrés Celsius à 25 degrés Celsius. Nous allons voyager ensemble à travers l'histoire de la recherche de la vie sur Mars. Tout a commencé au XVIIe siècle. C'est à ce moment-là que l'on a observé pour la première fois les calottes polaires de Mars. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'astronome allemand William Herschel a prouvé qu'elles grandissaient et diminuaient en fonction de cycles saisonniers. Le premier point commun avec la Terre avait été découvert. D'autres ont suivi. Un jour sur Mars dure à peu près aussi longtemps qu'un jour sur Terre. L'inclinaison de l'axe de rotation de Mars est proche de celui de la Terre, ce qui explique que la planète rouge connaisse elle aussi des saisons. Mais les saisons martiennes sont plus longues que les saisons terrestres. À la fin du XIXe siècle, les scientifiques pensaient que les taches sombres observées à la surface de Mars étaient des océans et les zones plus claires des continents. Les théories concernant la vie sur Mars se sont alors multipliées. Mais on a vite découvert que ces taches sombres et claires n'étaient rien de plus que des illusions d'optique et que Mars ne contenait ni eau ni oxygène. Aujourd'hui, on sait que Mars a peu de chances d'abriter la vie.
il y fait très froid, moins 40 degrés Celsius en moyenne. Sa pression atmosphérique est très faible. Son atmosphère est très fine. Elle laisse passer les rayons UV, nocifs pour la vie. La planète rouge n'a d'ailleurs pas de magnétosphère, qui pourrait la protéger des rayons UV. Le sol martien est saturé d'eau oxygénée. Mais, comme sur Vénus, on pense que Mars peut avoir abrité la vie par le passé. Il y a 4,5 milliards d'années, il semblerait que l'eau coulait à flot sur Mars. Le climat était alors beaucoup plus clément. En fait, la planète réunissait toutes les conditions favorables à l'apparition et au développement de la vie. Peut-être que la vie sur Mars est apparue au même moment que la vie sur Terre, c'est-à-dire il y a environ 3,8 milliards d'années. Mais il s'agissait alors d'une vie unicellulaire, qui n'a pas eu le temps de se développer avant que l'eau de la planète rouge disparaisse. Si cette théorie est vraie, alors on devrait trouver des traces de ces organismes unicellulaires dans les couches sédimentaires de Mars, là où se trouvait le fond des océans, il y a plus de 3 milliards d'années. C'est pour percer ce mystère que de nombreuses missions d'exploration spatiale se concentrent sur Mars. Mariner 4 fut la première sonde à survoler la planète rouge en 1965. Quelle ne fut pas la déception des scientifiques en voyant les photographies rapportées par cette sonde. On y voyait un paysage désolé, une planète aride, sans le moindre signe d'océan, de lac ou de rivière, sans aucun signe de vie. Ce que ces photographies montraient aussi, c'était une surface couverte de cratères, ce qui veut dire que toute activité tectonique et météorologique a cessé sur Mars depuis 4 millions d'années. Mariner 4 a surtout confirmé que sur Mars, aucun être vivant multicellulaire ne pourrait survivre. Depuis Mariner 4, les recherches de vie sur Mars se concentrent donc plutôt sur les organismes vivants simples, unicellulaires comme les bactéries. La NASA possède une 60aine de météorites martiennes qui constituent des échantillons en provenance de Mars. L'une des plus connues est la météorite de Nakhla, tombée sur Terre le 28 juin 1911 en Égypte. Mais ces échantillons sont à prendre avec des pincettes, car on peut y trouver des éléments organiques par contamination terrestre. C'est pourquoi les missions sur Mars sont toujours d'actualité. Les missions plus récentes de la NASA se sont concentrées sur la question suivante. Est-ce qu'il y a eu des lacs et océans sur Mars dans un lointain passé? De nombreux indices ont été trouvés, notamment des traces laissées par de l'eau liquide sur la surface aride et rocailleuse de Mars. Le 8 février 2023, par exemple, la NASA a trouvé des traces de vagues sur Mars. Le rover Curiosity n'a pas pu extraire d'échantillons de ces roches trop dures, mais les recherches avancent. On a également trouvé des éléments intéressants dans la fine atmosphère martienne, comme le méthane, le formaldéhyde ou la silice. Ces éléments sont soit des indices d'une vie micro-organique passée sur Mars, soit d'une activité volcanique. Impossible de trancher pour le moment. Il y a aussi des phénomènes géologiques identifiés sur Mars qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît sur Terre et que certains scientifiques pensent être des preuves d'une vie micro-organique souterraine. Les Dark Dune Spots, ou taches sombres sur les dunes, ont été découvertes par la sonde Mars Global Surveyor en 1998-1999. Ces étranges taches apparaissent dans la région polaire sud au début du printemps martien, lors du dégel, et disparaissent avant le début de l'hiver.
Elle semble liée au geyser martien. Une équipe de chercheurs hongrois a émis une théorie selon laquelle les Dark Dune Spots sont des colonies de micro-organismes martiens photosynthétiques vivants sous la couche glaciaire. Lorsque le soleil revient au pôle lors du dégel printanier, la lumière pénètre dans la glace et est synthétisée par ces micro-organismes. Cela va réchauffer l'environnement de ces micro-organismes, provoquant la formation de poches d'eau liquide prises au piège dans la glace. C'est cela qui crée les taches sombres. Cette hypothèse n'a pas été confirmée. Elle rejoint la liste des indices possibles d'une vie unicellulaire sur Mars. Parmi les questions que se posent les scientifiques au sujet de Mars, il y a aussi celle de sa terraformation. La terraformation, c'est le processus qui consiste à transformer une autre planète pour la rendre habitable par l'homme. Ce terme vient de l'anglais « terraforming », apparu dans la science-fiction en 1942, mais plus d'actualité que jamais. Terraformer Mars serait-il possible ? Peut-être, mais il y aurait du boulot. Il faudrait augmenter la concentration en CO2 de l'atmosphère martienne afin de créer un effet de serre. Cet effet de serre ne serait pas néfaste comme sur Terre ou sur Vénus. Il nous aiderait à piéger la chaleur du Soleil. On pourrait aussi utiliser des chlorofluorocarbones, des gaz à super effet de serre. Encore faudrait-il pouvoir générer assez de CO2 pour réchauffer l'atmosphère. Mais si on y parvient, l'effet de serre réchaufferait les calottes glaciaires et les ferait fondre, ce qui amplifierait le phénomène en évaporant le CO2 piégé dans le sol. Une fois l'eau des pôles fondue, les lacs et les rivières pourraient se reformer, peut-être même un océan peu profond. Mais l'atmosphère ne serait pas respirable. Il faudrait donc ajouter sur Mars des microbes capables de produire de l'oxygène et des plantes primitives qui pourraient absorber le CO2 et rejeter du dioxygène. Mais le dioxygène produit par les plantes ne s'accumule que très lentement. Il faudrait donc attendre 100 000 ans pour produire de cette manière une atmosphère respirable riche en dioxygène. Tout cela, bien que théoriquement possible, est pour le moment infaisable avec nos technologies actuelles. Il est temps de continuer notre voyage en direction des deux géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter et Saturne. Commençons par Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Nous avons vu au début de notre aventure qu'elle ne peut pas abriter la vie. Elle n'a pas de surface solide et elle est bien trop froide. Mais Jupiter ne possède pas moins de 95 satellites naturels ou lunes. Et les lunes de Jupiter intéressent de plus en plus les scientifiques. Parmi ces 95 lunes, 4 ont été découvertes en 1610 par Galilée. On les surnomme les satellites galiléens. Ce sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Selon les chercheurs, Europe et Ganymède pourraient peut-être abriter la vie. Nous allons voir pourquoi. Europe est, parmi ces deux satellites galiléens qui nous intéressent, le plus proche de Jupiter. C'est aussi le premier satellite naturel à la surface duquel on a repéré des traces d'un océan d'eau liquide souterrain. En effet, cette lune glacée pourrait avoir de l'eau liquide sous sa croûte de glace. Comment cela est possible ? Avant de répondre à cette question, il faut savoir que pour que de l'eau liquide existe sous la couche de glace, il faut que l'on ait une source d'énergie interne qui génère de la chaleur et réchauffe l'eau. Or, le télescope Hubble a détecté à la surface d'Europe des failles dont jaillissent des geysers pouvant atteindre 200 km de hauteur, signe indéniable d'une source d'énergie.
Cette activité cryovolcanique pourrait être liée à l'action de marée exercée par Jupiter sur son satellite naturel, mais aussi par sa résonance orbitale avec Io et Ganymède. Autrement dit, ces interactions gravitationnelles chaufferaient l'océan souterrain de la petite Lune, ce qui maintiendrait l'eau à l'état liquide. Europe est verrouillée par les marées de Jupiter. Elle est donc en rotation synchrone autour de la géante gazeuse. De faibles variations dans sa rotation ont été observées, ce qui fait un indice de plus en faveur d'un océan souterrain liquide. Et oui, dans le passé, la croûte d'Europe s'est déplacée de 70 degrés par rapport à l'intérieur, ce qui serait tout simplement impossible sans couche liquide sous la surface. Pour le moment, on ignore l'épaisseur de la couche de glace qui se trouve au-dessus de l'océan d'Europe. La seule sonde qui a survolé Europe est la sonde de la NASA, Galileo. Toutes les données que l'on a sur cette lune glacée viennent donc de cette sonde. Ce que l'on sait sur Europe, c'est qu'elle est à peine plus petite que notre lune. Elle est constituée principalement de roches silicatées, avec un noyau probablement constitué de fer et de nickel et une croûte de glace d'eau. Sa mince atmosphère est en grande partie composée d'oxygène, qui se forme à la suite de la décomposition de l'eau glacée par les rayons UV. Sur Europe, il fait très froid, moins 183 degrés Celsius à l'équateur et jusqu'à moins 223 degrés Celsius au pôle. Autre particularité de ce satellite de Jupiter, contrairement à notre Lune, il ne possède pas de cratère. C'est d'ailleurs l'objet céleste qui présente la surface la plus lisse de tous les objets de notre système solaire. Continuons notre exploration d'Europe. La sonde Galileo a pris des mesures de son champ magnétique. Cela a permis de révéler la présence d'un courant électrique qui correspondrait en tout point à celui d'un océan d'eau salée liquide. Voilà où nous en sommes concernant Europe. Le reste, on l'a modélisé, faute de l'avoir observé. Les chercheurs pensent que l'océan d'Europe pourrait faire 100 km de profondeur, avec un volume au moins 2 fois plus gros que celui de nos océans sur Terre. La concentration en oxygène sur Europe pourrait être suffisante pour maintenir dans son océan une vie aérobie unicellulaire. Reste à savoir si des organismes vivants pourraient se développer dans cet océan souterrain, enfermé sous une épaisse couche de glace, sans lumière du soleil. C'est le cas sur Terre, dans les profondeurs les plus hostiles de l'océan Arctique. Alors, pourquoi ne serait-ce pas possible sur Europe? La sonde européenne JUICE nous aidera à en savoir plus à partir de 2030, de même que la sonde Europa Clipper de la NASA, actuellement en cours de développement. Il y a une autre lune de Jupiter qui intéresse fortement les scientifiques, Ganymède. Ganymède est la 7e lune en partant de Jupiter et le 3e satellite galiléen. Il est situé à environ 1 million de kilomètres de Jupiter et orbite autour de la planète en 7 jours. C'est aussi et surtout le plus grand satellite jovien et même le plus grand de tout le système solaire. Il est 2 fois plus lourd que notre Lune. Ce satellite ressemble presque à une planète, avec un diamètre 8% plus grand que celui de Mercure et 2% plus grand que Titan, la plus grosse lune de Saturne. Ganymède est constitué de glace d'eau et de roches silicatées. C'est le seul satellite de notre système solaire qui possède un noyau de métal liquide et sa propre magnétosphère. Or, qui dit magnétosphère, dit protection contre les UV nocifs du Soleil. Mais ce n'est pas tout.
Comme Europe, la rotation de Ganymède est contrôlée par les effets de marée gravitationnelle de Jupiter. Ganymède est en résonance orbitale avec Europe. Pendant qu'il effectue un tour complet autour de Jupiter, Europe en réalise 2. Son atmosphère est peu épaisse et contient de l'oxygène atomique, du dioxygène et peut-être de l'ozone. Tout cela est de bon augure pour une potentielle forme de vie. Si bien que les chercheurs n'ont pas tardé à se pencher de plus près sur cette mystérieuse lune-planète. Ganymède a été examinée par les sondes américaines Pioneer 10 et Galileo dans la deuxième moitié du XXe siècle. Toutes les données que nous avons aujourd'hui sur cette lune sont issues des sondes Galileo et Juno. Les scientifiques pensent que, comme Europe, Ganymède possède un océan de glace sous sa surface. Pour le moment, rien de très original. Ce ne serait pas la seule. Sauf que l'on pense aussi que cet océan pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Continuons notre exploration de Ganymède. Il apparaît que sa surface est moins lisse que celle d'Europe. Un tiers de sa surface est constellé de cratères d'impact âgés de 4 milliards d'années. Les 2 tiers restants sont des régions plus claires, où l'on peut apercevoir de larges rainures. On pense que ce relief pourrait avoir été causé par une activité tectonique, certainement provoquée par un réchauffement par effet de marée. Mais ce ne sont que des suppositions. Ganymède reste un mystère pour nous. On ne sait pas, par exemple, si son océan est pris en sandwich entre 2 couches de glace, ou s'il y a plusieurs couches d'océan séparées par différentes couches de glace, à la manière d'un millefeuille d'eau et de glace. Mais ce que l'on sait, c'est que cet océan salé multicouche qui se trouve sous la croûte de glace doit avoir une profondeur d'au moins 200 km. Si Ganymède semble avoir un profil intéressant dans notre quête de vie extraterrestre, sa température ne joue pas en sa faveur. Elle est en moyenne de moins 148 degrés Celsius à la surface du satellite. Pas de panique. D'après les scientifiques, ce n'est pas un véritable obstacle à la possibilité d'une forme de vie. Au sein de la Lune-planète sont sûrement à l'œuvre des mécanismes de désintégration qui chauffent le satellite de l'intérieur. Selon les estimations des chercheurs, le noyau de Ganymède a une température de 1200 à 1400 degrés Celsius. Pour le moment, rien n'est certain. Tous les indices d'une vie possible sur Ganymède pourraient être de fausses pistes. Par exemple, la présence d'oxygène moléculaire dans l'atmosphère de Ganymède peut résulter de la décomposition de la glace d'eau aux rayons UV et non d'un processus biologique. Ce qui est sûr, par contre, c'est que Ganymède va faire l'objet d'explorations plus intenses dans les années qui viendront. Les chercheurs veulent savoir si cette mystérieuse lune et son océan souterrain, chauffé de l'intérieur, sont l'habitat d'une vie simple, ou même, avec un peu de chance, d'une vie complexe. La voisine de Jupiter, Saturne, possède aussi des satellites naturels qui pourraient bien abriter la vie. Sur ces 146 satellites connus, 2 sont particulièrement prometteurs. Les 2 lunes qui sont les meilleures candidates sont Titan et Encelade. Titan est la plus grosse des lunes de Saturne. C'est la 2e plus grosse lune du système solaire, après Ganymède. Titan intéresse particulièrement les scientifiques, car c'est le seul satellite connu à avoir une atmosphère dense. Son atmosphère est composée de diazote à 98,4% et de méthane et d'éthane à 1,6%. Mais son atmosphère n'est pas seulement dense, elle est extrêmement dense et opaque. Le mauvais côté des choses, c'est qu'il est difficile de l'étudier avec précision.
En fait, l'atmosphère de Titan est constituée de couches de brouillards opaques qui bloquent en partie la lumière du Soleil. Photographier la surface de Titan, selon l'équipe de la sonde Huygens dédiée à l'observation de ce satellite, c'est comme photographier un parking recouvert d'asphalte au crépuscule. Comme les lunes de Jupiter, Titan est extrêmement froide. La température de son atmosphère est en moyenne de moins 180 degrés Celsius. Mais elle peut atteindre moins 200 degrés Celsius à une altitude de 40 km. La pression à la surface de Titan est 1,5 fois celle de la Terre. Comme Ganymède, Titan est principalement composé de roches et d'eau gelée. Sa surface est jeune, comme celle d'Europe. Elle est moins lisse que celle d'Europe, car on peut y voir quelques montagnes et cryovolcans. Mais elle reste quand même assez lisse par rapport à Ganymède, par exemple, avec peu de cratères d'impact. Comme la Terre, Titan présente des saisons, et les vents et pluies de méthane créent des paysages de dunes. Lors de sa mission sur Titan, au début des années 2000, la sonde Huygens a détecté des éléments constitutifs du vivant dans l'atmosphère de la plus grosse lune de Saturne. Elle y a aussi aperçu quelque chose qui ressemble étrangement à un lac d'eau. Ce qu'ont confirmé les survols suivants, qui ont repéré des centaines de ces lacs dans les pôles nord et sud de Titan. Titan est ainsi devenu le seul environnement connu autre que la Terre présentant des étendues liquides à sa surface. Liquide, vraiment? Pas sûr, au vu de la température de surface de Titan, en moyenne de moins 180 degrés Celsius. Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont analysé les ondes infrarouges renvoyées par les lacs de Titan. Il apparaît qu'en fait, ces lacs sont des lacs de méthane et d'éthane liquide à très basse température. Incroyable! Sur Titan, le méthane se comporte comme l'eau sur Terre. Il creuse des vallées, remplit des lacs, forme des nuages et retombe en pluie sur la Lune. Le méthane pourrait-il être la base d'une autre forme de vie? Pourrait-il permettre aux molécules organiques de se mélanger et d'interagir, comme l'eau sur Terre? Les scientifiques ont effectué des simulations en reproduisant en laboratoire les lacs de Titan, mais en miniature. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats de cette étude. En tout cas, si on arrive à prouver que le méthane liquide peut créer une vie complexe, cela va ouvrir des perspectives infinies. Cela voudra dire que sur d'autres planètes, d'autres formes de vie peuvent exister, sans que l'on ait besoin d'eau liquide. Titan est l'un des meilleurs espoirs à l'heure actuelle. La Lune saturnienne ressemble beaucoup à la Terre primitive, mais à plus basse température, avec ses étendues liquides et son épaisse atmosphère de diazote. Il est donc très probable qu'on y trouve au moins un milieu naturel prébiotique riche en chimie organique complexe. C'est pourquoi on prévoit d'ores et déjà d'autres missions sur Titan. La mission Dragonfly de la NASA est en cours de développement. Si tout se passe bien, une sonde devrait se poser sur Titan autour de 2034. La deuxième lune de Saturne, la plus prometteuse, est Encélade. Pourquoi, te demandes-tu, cette petite lune intéresse les chercheurs? Après tout, ce n'est que la 6e plus grosse lune de Saturne et la 14e en distance de la planète. En fait, Encélade présente des caractéristiques étonnantes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne ressemble pas aux autres lunes de Saturne. Regarde bien sa surface blanche miroitante. Encélade a un aspect différent des autres satellites de la planète. En plus, les crevasses, fissures et saillies à la surface de la petite lune montrent qu'il y a eu, et peut-être
qu'il y a toujours une activité géologique complexe sur Encelade. Étonnant pour un corps céleste de cette taille, soit 500 km de diamètre en moyenne. Regarde par exemple ces 4 failles bleues qui descendent vers le pôle sud de la Lune, parallèles les unes aux autres. C'est ce que l'on appelle les rayures du Tigre. Ces failles sont longues de 120 km et profondes de plusieurs centaines de mètres. Ne trouves-tu pas qu'elles ressemblent étrangement aux failles terrestres? C'est aussi l'avis des scientifiques. Mais ce n'est pas tout. Les données recueillies par la sonde Cassini épaississent le mystère. Au lieu d'être plus froides que la surface de la Lune, comme on s'y attendait, ces failles irradient de la chaleur. Elles sont plus chaudes de 95 degrés Celsius en moyenne que le reste d'Encelade. En observant ces étranges failles, les scientifiques ont remarqué qu'il en sort d'immenses geysers qui s'élèvent à des centaines de kilomètres au-dessus de la Lune. Comme sur Europe, ce sont les frictions générées par les forces gravitationnelles de Saturne qui provoquent le réchauffement de la Lune et la fonte des glaces. Lorsqu'Encelade s'approche de Saturne, elle subit une torsion qui va créer un échauffement interne. En fait, c'est comme si on tordait un morceau de métal. Le morceau de métal va s'échauffer et produire de la chaleur. Cela provoque les geysers que l'on a observés. De l'eau liquide est projetée en l'air à une vitesse impressionnante de 2000 km/h et elle gèle au contact de la température de l'air. Une preuve irréfutable qu'il y a de l'eau sous la surface glacée d'Encelade. D'autant plus que la mission Cassini-Huygens a pu traverser ces geysers pour les analyser. On y a trouvé des éléments constitutifs du vivant. Comme sur les autres lunes que nous avons explorées, il pourrait donc y avoir de la vie sur Encelade. Mais une vie bien différente de la vie sur Terre. Sur cette petite lune saturnienne, il neige depuis plus de 100 millions d'années. Contrairement à sur Terre, le ciel apparaît noir avec les geysers qui se découpent dans le contre-jour, comme d'immenses jets de glace qui retombent en un fin manteau blanc sur la surface de la planète. Encelade sera plus facile à analyser que Mars. Pas besoin de creuser pour rapporter des échantillons issus des roches sédimentaires. Il suffit de traverser les geysers et d'analyser les éléments qui nous sont apportés sur un plateau d'argent. Le principal obstacle, c'est que le rythme d'apparition de ces geysers est assez irrégulier. C'est pourquoi, pour le moment, aucune mission n'est prévue pour aller explorer Encelade. Les recherches se concentrent donc sur Titan, Europe ou Ganymède, qui seront plus faciles à observer. Les lunes de Jupiter et de Saturne ne sont pas les seuls objets célestes pouvant potentiellement abriter une vie microbienne dans cette région de notre système solaire. Entre Jupiter et Neptune, on trouve des objets que l'on appelle les centaures. Ce sont des petits corps célestes, à mi-chemin entre les astéroïdes et les comètes, qui se déplacent sur des orbites instables et très elliptiques entre Jupiter et Neptune. Le plus grand des centaures recensés, Chariklo, mesure seulement 250 km de diamètre environ. Pourquoi appelle-t-on ces petits corps des centaures ? Tout comme les créatures issues de la mythologie grecque, ces objets célestes ont une double nature. En fait, la frontière entre comètes et astéroïdes est assez floue. Longtemps, on a considéré ces objets comme des astéroïdes avant de leur trouver des points communs avec les comètes. À tel point que certains centaures étaient considérés comme des comètes piégées temporairement dans l'orbite de Jupiter ou de Saturne. En fait, les centaures ont des particularités qui nous font penser à des astéroïdes,
mais ils se mettent parfois à dégazer, comme des comètes, lorsqu'ils s'approchent du système solaire interne. Par exemple, Chiron, le premier objet qui a été reconnu comme Centaure, a été découvert en 1977. On pensait alors qu'il s'agissait d'un satellite de Saturne ou d'un astéroïde. Mais en 1988, les chercheurs ont eu la surprise de constater qu'il s'était mis à développer temporairement une chevelure cométaire, alors qu'il s'approchait du périhélie de son orbite. Autrement dit, le point de son orbite le plus proche du Soleil. On le reclassa donc comme comète, avant de le considérer à la fois comme un astéroïde et une comète, donc un centaure. Pour les chercheurs, certains centaures sont peut-être réellement des comètes piégées dans l'orbite des deux géantes gazeuses. Elles ne peuvent alors pas se diriger vers le Soleil. Mais d'autres sont probablement des planètes mineures provenant de la région externe du système solaire, la ceinture de Kuiper. Leur orbite est alors perturbée par les planètes géantes. Comme le Soleil, qui est une étoile jaune, mais deviendra une géante rouge avant de devenir une naine blanche, les centaures sont voués à évoluer et leur état n'est que transitoire. Tous ces objets quitteront la famille des centaures d'ici quelques millions d'années, tout au plus. À terme, on pense que les comètes sont vouées à quitter le système solaire ou à entrer en collision avec le Soleil. On estime le nombre de centaures à 21 seulement. Tu l'auras compris, les centaures sont rares, on a donc moins d'occasions de les observer. Aucun centaure n'a encore été imagé par une sonde spatiale. C'est pourquoi ces objets sont peu connus. Cependant, on pense que comme la plupart des satellites et des astéroïdes, les centaures n'ont pas d'atmosphère car leur champ de gravité est trop faible. Sur ces objets, tout comme sur les comètes, l'eau est abondante, mais sous forme de glace. Dans le cas des comètes, cette eau se sublime lors de leur passage près du Soleil. Il se pourrait donc que les centaures soient porteurs de réservoirs d'eau qui, comme ceux des lunes de Jupiter et de Saturne, pourraient contenir une forme de vie microbienne. Comme nous l'avons vu, les centaures sont rares et encore peu d'études ont été menées sur ces petits corps célestes. Mais il n'y a pas de doute, s'il y a la moindre possibilité qu'on y trouve une vie microbienne, les scientifiques ne tarderont pas à se pencher sur ces mystérieux objets de notre système solaire. Nous arrivons bientôt au terme de notre voyage dans le système solaire. Il nous reste 2 planètes à explorer, Uranus et Neptune. Ce sont des planètes glacées, comme les lunes de Jupiter et de Saturne que nous venons de voir. Mais ce sont aussi des planètes gazeuses. Les scientifiques ne pensent donc pas qu'on puisse y trouver une quelconque forme de vie. Uranus n'a été visité que par la sonde Voyager 2 en 1986. Mais une autre sonde devrait être lancée vers la 7e planète du système solaire d'ici 2031. Car même si on ne pense pas qu'elle abrite la vie, Uranus intrigue tout de même. Composée principalement d'hydrogène et d'hélium, mais aussi d'eau, d'ammoniac et de méthane solide, elle est entourée d'une dizaine d'anneaux et de 28 lunes. Elle a un champ magnétique étrange et semble comme couchée sur son orbite. Ses pôles sont là où nous avons notre équateur. Uranus est la planète de tous les extrêmes. On y trouve des nuages très brillants, des aurores très rayonnantes et des vents très violents, les plus puissants du système solaire après ceux de Neptune. C'est aussi la planète la plus froide de notre système solaire, bien qu'elle ne soit pas le plus éloignée du Soleil. Elle affiche des températures glaciales avec une moyenne de moins 195 degrés Celsius. Les températures peuvent chuter jusqu'à moins 224 degrés Celsius.
Pas étonnant qu'elle soit si froide. Sa température à cœur est de 4727 degrés Celsius, ce qui est assez faible si l'on compare par exemple à Jupiter, dont la température de cœur est de plus de 20 000 degrés Celsius. Uranus ne produit pas de chaleur interne. Encore un argument en défaveur de la vie. Quant à Neptune, c'est la planète la plus dense du système solaire. Comme Uranus, c'est une géante de glace. Dans son atmosphère, on retrouve de l'hydrogène, de l'hélium, des traces d'hydrocarbures et de l'eau, de l'ammoniac et du méthane. À l'intérieur, elle contient des roches et de la glace. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, Neptune est la planète où les vents sont les plus violents. Ces vents peuvent atteindre 2100 km/h. Ces températures aussi sont particulièrement glaciales. Elles peuvent atteindre moins 218 degrés Celsius. Uranus et Neptune ne sont donc définitivement pas des candidates à une potentielle forme de vie. Comme pour Jupiter et Saturne, on s'intéresse cependant à leur lune. L'une des lunes les plus intéressantes est Triton, la plus grande des 16 lunes de Neptune. Comme Europe, Ganymède, Titan ou Encélade, il se peut que Triton cache un océan interne. D'après les estimations, la masse imposante de son noyau permettrait une production de chaleur suffisante pour maintenir une étendue d'eau liquide entre 20 et 140 km de profondeur. La mission Trident de la NASA a pour objectif, entre autres, d'en savoir plus sur cette mystérieuse lune et surtout sur son habitabilité. Cette mission doit être lancée le 25 octobre 2025 et le survol de Triton aurait lieu le 28 juin 2038. La sonde sera dotée de tous les instruments nécessaires pour déterminer si la Lune cache un océan souterrain. Cette mission nous permettra aussi de glaner de précieuses informations dans les fumerolles de Triton pour comprendre la formation des océans intérieurs et plus généralement, la présence d'eau dans le système solaire. Mercure, Vénus, Mars, Europe, Ganymède, Titan, Encélade, les Centaures, Triton, autant de pistes à explorer pour peut-être un jour trouver une forme de vie ailleurs que sur Terre. Si on ne s'attend plus à trouver une civilisation avancée, ou en tout cas pas dans notre système solaire, on continue à chercher des traces d'une forme de vie complexe qui existerait ou qui aurait existé par le passé. Non seulement nous nous sentirons moins seuls dans l'immensité de l'univers, mais en plus, peut-être pourrons-nous en apprendre davantage sur notre propre origine, ou, plus vertigineuse encore, sur notre destin.